je suis Fanilo Arrivello, enseignant dans la spécialité informatique de l'ESIWA, donc principalement en génie logiciel. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui. Ok, donc aujourd'hui, je vais vous parler de la sécurité des logiciels. Donc, un sujet qui prend de plus en plus d'ampleur donc au fil des événements, des incidents qu'on découvre. Alors, on va commencer par quelques chiffres. Alors, pour bien comprendre l'ampleur du problème, sachez qu'en 2025, donc on a atteint un record en termes de vulnérabilité qui est identifiée. Donc là, on est à 48 000, donc qui est énorme. Sachant qu'entre 2023 et 2024, il y a déjà eu un bond entre 30 000 et 40 000. Donc c'est assez conséquent et c'est amené encore à augmenter dans les années qui viennent. Et il se trouve qu'une fois qu'on a identifié une vulnérabilité, ça ne signifie pas forcément qu'elle est exploitée. Mais en 2025, donc le tiers des vulnérabilités qu'on a identifiées ont été exploitées, donc soit avant que ça ait été identifié, soit le jour même. Donc ça signifie qu'on est typiquement dans des failles vraiment 0D. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu flippant, si vous me permettez. Ensuite, il se trouve que ce qui provoque bien évidemment une bonne partie, donc qui est concerné par une bonne partie de ces vulnérabilités, ce sont les applications. Donc il faut savoir que à peu près la moitié des applications comportent au moins une vulnérabilité parmi les tops qu'on va voir un petit peu plus tard, ce qu'on appelle les OASP top 10. Donc c'est quand même assez conséquent. Et bien évidemment, donc, quand il s'agit de vulnérabilités, il faut les patcher, il faut les corriger. Et là-dessus, les organisations, ou en tout cas ceux qui sont censés apporter des correctifs, donc soit les développeurs, les éditeurs des logiciels, soit les utilisateurs, les exploitants de ces logiciels-là, doivent les corriger. Mais il se trouve que donc 52% de ces organisations-là ne le font pas dans les délais recommandés. Donc si vous avez une vulnérabilité classée critique, on est censé pouvoir corriger ça très rapidement, donc dans les 24 à 72 heures. Donc ça n'a pas été fait pour la moitié de ces organisations. Et quand c'est élevé, donc un seuil en dessous, on doit pouvoir corriger en 7 jours. Donc là, il y a des vulnérabilités qui peuvent rester des semaines, des mois, voire des années. Et tout ça implique des coûts. Déjà, parce qu'en effet, il y a la correction, donc les correctifs, comment est-ce qu'on fait? Mais après, si effectivement les vulnérabilités sont exploitées, écoutez, il peut y avoir des dommages. Et IBM chiffre ce coût-là à environ 5 millions de dollars. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est la sécurité logicielle. Alors, généralement, on entend le terme de cybersécurité. Donc, c'est le plus en vogue, on va dire, que j'appellerais aussi sécurité informatique. Donc, dans l'objet est vraiment de protéger les ressources numériques d'une organisation. Dans notre cas, nous, on va plutôt s'intéresser à la sécurité des logiciels. Ce qui signifie que nous, on va penser plutôt en amont, c'est-à-dire comment est-ce qu'on construit un logiciel de sorte qu'il puisse toujours fonctionner malgré la présence d'attaques. Donc, on n'est pas à l'abri d'attaques sur l'infrastructure, sur le réseau, mais malgré cette situation, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on construit, comment est-ce qu'on conçoit, on développe ou on maintient les logiciels. Donc, ça va toujours mal se passer, donc c'est le principe, mais comment est-ce qu'on fait pour que, en effet, les risques ou l'impact soit minime? Donc, généralement, lorsqu'il s'agit de sécurité, on dit bon, là, c'est pas mon problème. Surtout, c'est les développeurs qui le font. Moi, ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir fournir, pouvoir délivrer du code, donc arriver à répondre aux besoins des utilisateurs. Alors, c'est pas du tout le cas. Pourquoi? Parce que celui qui, justement, pond ces logiciels-là, c'est le développeur.
Donc, une bonne partie du code, ou en tout cas des problèmes que le logiciel aura en termes de sécurité, proviennent en premier lieu du développeur. Donc, c'est important d'en être conscient. Et donc, d'en être conscient, mais surtout au plus tôt. Donc, d'où ce schéma-là, en fait, ce qu'on appelle la règle des 1, 10, 100, donc édictée par le NIST. Donc, si vous avez un problème de sécurité et que vous l'identifiez lors de la phase de conception, donc ça va vous coûter une unité. Si ça n'a pas été fait à cette étape-là, mais que c'est lors du développement que vous vous apercevez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, donc ça va vous coûter 10 fois plus. Et si donc le travail n'a pas été correctement fait et que le logiciel il est entré en production, ben, ça va vous coûter 100 fois plus. Donc, tout vraiment l'importance au-delà du simple fait de délivrer un logiciel qui marche, de s'intéresser sérieusement à l'aspect sécurité. Donc, on a tous ces soucis-là, mais une organisation en tant que telle, comment est-ce qu'elle se positionne? Parce que c'est important quand même de savoir, est-ce que je suis bien ou pas bien dans mes pratiques, dans mes fonctionnements? Et donc, là-dessus, il y a un modèle, donc ce n'est pas le seul, mais il y a un modèle qui est couramment utilisé, qui s'appelle SAM. Donc, ça permet de se situer par rapport à la sécurité logicielle, de s'évaluer, c'est-à-dire de dire, oui, là, j'en suis là, et de mettre en œuvre ce qu'il faut pour passer donc, à une meilleure situation. Donc, en gros, c'est en même temps une métrique et un cadre si on veut s'intéresser sérieusement à la sécurité au sein d'une organisation. Donc là, je parle d'organisation, ça peut être, comme je dis, l'exploitant ou l'éditeur du logiciel. Et donc, ce cadre-là, ce modèle, propose 5 fonctions métiers donc, que vous trouvez là. Donc, la gouvernance, la conception, l'implémentation, la vérification, les opérations. Donc, c'est des termes qui parlent dans le domaine du logiciel. Eh bien, il y a des pratiques associées à ces métiers, à ces fonctions métiers. Donc, il y en a 15. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces pratiques-là, on peut avoir des niveaux différents. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait mettre en place ce qu'il faut pour avoir un très bon niveau en termes de build sécurisé, mais on peut être complètement à la ramasse sur la partie stratégique. Donc là, c'est le choix de prioriser telle ou telle pratique. Et donc, il y a 3 niveaux. Donc, le premier niveau, donc réactif, donc là où, en effet, on n'a pas prévu grand-chose, il y a des incidents qui se passent, donc il y a des attaques, des intrusions, il y a des vulnérabilités qui ont été identifiées au niveau du logiciel. Ben, on va essayer de s'en sortir comme on peut. On n'a pas forcément de processus bien établi. Ensuite, il y a le suivant, où là, c'est un petit peu plus sérieux. Donc, c'est proactif, c'est-à-dire qu'on va mettre en place des scans, on va essayer de détecter régulièrement s'il y a des soucis de sécurité au niveau du logiciel. On peut aussi utiliser ce qu'on appelle les bug bounty, c'est-à-dire qu'on va demander à la communauté d'identifier des bugs et en échange de la récompense. Et après, il y a le dernier niveau qui est le préventif, où là, il s'agit bel et bien vraiment d'adopter une culture de sécurité donc sur toute la chaîne. C'est-à-dire ce qu'on appelle généralement par security by design. C'est-à-dire qu'avant même d'avoir de commencer quoi que ce soit, ben, on suit un certain nombre de bonnes pratiques
pour intégrer la sécurité dans les différentes étapes de création du logiciel. Et donc, on fait en sorte que ça soit difficile de commettre des erreurs. Et alors, donc, premier tag, donc, vous pouvez prendre en photo. Alors, le tag, donc je vous ai parlé des niveaux. Réactif, proactif et préventif. Donc, il faut mettre en majuscule le nom du niveau. Donc, c'est assez facile. Alors, donc, le niveau 1, où là, on n'a pas prévu grand-chose, mais on réagit en fonction de ce qui se passe, en fonction de ce qui arrive. Eh bien, c'est provoqué généralement, donc il y a les actions qui sont initiées par la découverte d'une vulnérabilité. Donc, quelque chose qui se passe, soit au niveau du logiciel en production, soit parce qu'on a appris par la presse ou à travers des CVE qu'il y a des vulnérabilités. Et donc, il faut réagir. Alors, il faut se dire que tout logiciel est vulnérable. Donc, comme on a dit, c'est le développeur qui crée le logiciel. Donc, il peut toujours y avoir des problèmes au niveau du logiciel. Mais on identifie au moins trois sources. Donc, soit parce que vous êtes parti d'un logiciel existant, donc il y a une base de code qui déjà comporte des problèmes, des failles. Donc là, vous héritez de ces failles-là. Soit vous écrivez quelque chose, c'est-à-dire que dans votre propre travail, vous allez créer des bugs, vous allez créer des vulnérabilités. Ou bien parce que vous utilisez une dépendance tierce et à ce moment-là, il y a des soucis au niveau de la dépendance tierce. Donc là aussi, vous allez être impacté. Donc, on va essayer de voir ces trois sources de vulnérabilité. Et donc, ce qu'on fait au niveau 1, c'est bien évidemment, donc on peut appliquer les patchs. Dès qu'on sait qu'on a une vulnérabilité et que des patchs soient disponibles, on essaie de les utiliser, de les appliquer autant que possible. Ensuite, donc, si c'est des choses que nous, en interne, on peut d'ores et déjà corriger, on le fait également. Et après, il y a la partie gestion de crise. C'est qu'il faut quand même qu'on puisse communiquer. Donc, soit on est soumis à cette obligation de par la législation, ou tout simplement, il faut quand même pouvoir informer les utilisateurs qu'il y a un problème et que leurs données, potentiellement, on peut être corrompu, volé. Et donc, parmi les référentiels en termes de vulnérabilité, il y a au moins 2 catalogues. Donc, il y a l'OASP Top 10. Donc là, qui concerne les problèmes sur les applications web. Donc, c'est vraiment orienté web. Donc, lorsque vous avez des applications web qui tournent, on identifie généralement des soucis. Et donc là, ce catalogue va tout simplement lister les problèmes les plus courants, les 10 problèmes les plus courants dans les applications web. Donc, c'est amené à évoluer d'année en année. Et donc, à partir du moment où vous pensez développer ce genre d'application, c'est intéressant de se référer à ce catalogue. Alors, ça donne une vue d'assez haut niveau des vulnérabilités. Donc, c'est pour ça qu'on dit que généralement, on se concentre surtout sur l'impact commercial et pour sensibiliser les décideurs au niveau de l'organisation ou les utilisateurs. Et donc, il y a quelques classements là comme ça. Donc, en 2025, donc il y a eu un catalogue, une édition en 2025 où ce qui est le problème le plus courant, donc là c'est en premier, c'est l'absence de contrôle d'accès. Soit c'est complètement absent, soit c'est insuffisant. Ensuite, il y a en numéro 2, il y a les problèmes de configuration. C'est qu'en effet, on a oublié de changer des mots de passe ou on a laissé des comptes par défaut persister. Et après, il y a en numéro 5, donc vous avez les injections. C'est-à-dire que l'utilisateur ou une personne malveillante va tout simplement envoyer une donnée
donc une entrée, et ça passe dans un interpréteur, et l'interpréteur va exécuter donc soit du code, soit ingérer les données, soit exécuter du code qui n'est pas fiable, qui va donc avoir des impacts non désirés sur votre application ou votre système d'information. Ensuite, donc il y a le deuxième référentiel, c'est le CWE, donc maintenu par MITRE, c'est un institut américain. Et donc là, on n'est plus seulement sur du web, donc ça concerne toutes les applications. Alors c'est un petit peu plus technique, parce que là, on rentre vraiment dans le pourquoi est-ce qu'on a telle ou telle vulnérabilité. Donc ils maintiennent une liste de 25. Donc là, c'est surtout les ingénieurs et les experts qui vont exploiter ce catalogue. Donc là, vous avez également quelques éléments, donc, mais vous voyez, c'est beaucoup plus précis. Donc, où on parle par exemple de XSS, de problème XSS, ou d'injection SQL, ou tout simplement le CSRF. Donc, CSRF, où c'est généralement le cas, il faut des types d'attaques où on vous envoie par exemple un mail avec un lien. Vous cliquez dessus, ça ouvre ça se lance dans un navigateur à partir duquel vous êtes déjà connecté, par exemple, à votre banque. Et le lien va tout simplement déclencher, par exemple, un virement sur le compte du pirate. Et donc, ce sont des problèmes assez courants et il faut s'y intéresser sérieusement. Donc, on passe au niveau 2, où là, il s'agit d'être proactif. Donc là, on essaie de mettre en place des processus un petit peu plus évolués, plus déterministes. Donc, on ne réagit pas, mais on essaie d'être plus proactif dans la préparation. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On peut identifier ou classifier les vulnérabilités. Donc, vous savez qu'il y a des vulnérabilités potentielles sur vos applications, il faut pouvoir les identifier. On peut aussi faire des tests de pénétration ou, comme on dit, donc programmer des programmes mettre en place des programmes de bug bounty. Donc là, on invite la communauté à identifier les bugs sur votre application contre des sous, contre des récompenses, contre des crédits, etc. Et donc, une fois que vous avez les vulnérabilités, il faut pouvoir les corriger. Mais dans quel ordre est-ce qu'on les corrige? Alors, donc, on ne sera pas capable de corriger tous les bugs, parce que déjà, je ne pense pas qu'on ait forcément les ressources. Et donc, il faut s'appuyer sur quand même des éléments pour savoir qu'est-ce qu'on traite en premier. Donc là, on a au moins trois métriques. Donc, il y a le CVSS. Ça, c'est vraiment la métrique de référence. Donc là, c'est les experts en sécurité qui attribuent ce score, donc entre 0 et 10, pour classer une vulnérabilité. Donc, en fonction, vraiment, c'est ce qu'on appelle la valeur intrinsèque de la vulnérabilité. Donc, il y a un certain nombre de facteurs qui sont pris en compte. Et une fois qu'on a identifié donc, une vulnérabilité, on lui attribue le score. Donc, ça indique la sévérité. Donc, on sait que c'est vulnérable, mais on ne sait pas encore pour l'instant si c'est exploitable. Et donc, c'est là qu'intervient la deuxième métrique qui s'appelle EPSS. C'est-à-dire que là, on va attribuer une probabilité d'exploitation d'une faille. Donc, il y a une vulnérabilité. Quelle est la probabilité que ça soit exploité? Donc là, c'est une probabilité donc entre 0 et 1, ou si vous voulez, entre 0% et 100%. Là, ça relève plus du machine learning. C'est-à-dire qu'en fait, on va balayer le darknet, des forums, des échanges et d'autres facteurs comme ça pour dire, en effet, il y a
tel risque que cette vulnérabilité soit exploitée. Et après, donc là, c'est une projection. On sait que ça pourrait être potentiellement exploité. Et enfin, on a l'exploitation effective. C'est-à-dire qu'on a des preuves irréfutables que ça a été exploité. Donc ça, c'est l'objet du KEV. Donc c'est un booléen. C'est-à-dire, est-ce qu'une faille a été exploitée ou pas? Et donc, en fonction de ces trois... Alors, une métrique, un score ne va pas forcément être suffisant pour prioriser ou pour décider du traitement du problème. Donc, le mieux, c'est d'utiliser ces trois scores. Et donc, ça peut être, par exemple, quelque chose du genre, on traite d'abord ce qui est grave, facilement exploitable, et dont on est sûr que ça a été effectivement exploité. Donc, parce que le KEV est positif. Et donc, on a ces éléments-là qui peuvent être adaptés donc, selon la stratégie mise en place au niveau de l'organisation. Alors, donc, comme outil, on va en voir quelques-uns. Vous avez l'analyse, donc les tests de sécurité statique des applications. C'est-à-dire que vous écrivez le code, enfin le développeur écrit le code, on va utiliser des outils pour analyser s'il y a des vulnérabilités connues. Donc, on va voir ça. Donc, un exemple d'outil, c'est SEMgrep. Donc, généralement, ça s'appuie sur une base de vulnérabilités connues. Et donc, en fait, ça recherche des motifs. C'est-à-dire qu'on sait que telle vulnérabilité existe parce qu'il y a tel motif dans le code. Eh bien, on va faire passer ça, donc un test pour voir s'il y a ça dans le code que vous allez pondre. Ensuite, il y a l'aspect... Donc là, on n'exécute rien du tout à ce moment. Ensuite, il y a le TST où, en effet, on exécute le code. Et là, on essaie de voir, en effet, s'il y a des vulnérabilités connues qui s'appliquent. Ensuite, comme vous partez pas forcément de rien, vous vous appuyez sur des librairies tierces, donc des dépendances. Même si vous avez fait attention, vous avez fait tout ce qu'il fallait, vous n'êtes jamais à l'abri d'un problème au niveau de vos dépendances. Eh bien, vous avez une catégorie d'outils qui s'appelle les SCA, dont on a un exemple ici, Snyk. Donc là, pareil, ça part également d'une base qui est maintenue donc, par la communauté et également par des entreprises privées. Donc généralement, vous souscrivez à un abonnement pour avoir des informations vraiment complètes, une base complète des vulnérabilités de dépendance connues. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle le secret scanning. Alors la chose qui se passe et pour laquelle on ne fait pas vraiment attention, c'est que on a tendance à stocker les mots de passe, les clés d'accès, les clés d'API dans le code. Et avant de faire un commit, on les supprime pas. Et donc, ça peut être un vrai problème, surtout si vous utilisez des systèmes comme Git, parce que ça peut rester indéfiniment dans la base de code, et donc ça peut être accessible un peu à tout le monde. Donc, vous avez des outils tels que GitLeaks qui permettent de détecter soit en amont, soit en aval qu'il y a eu des secrets qui ont été exposés. Et donc là, pareil, ça exploite également des motifs. Alors, donc, je vais faire je pense qu'on a encore le temps, une petite démo sur, en effet... alors, par contre, je ne sais pas si vous... C'est un peu petit, OK. Donc là, j'ai pris un programme, un projet Python avec des modules un peu indépendants. Et donc, sur ce premier module, en fait, vous avez ça. Donc, je ne sais pas si vous saviez à quoi ça sert. Alors, ça sert à quoi? Tout à fait. Donc, ça vous permet d'exécuter un système avec une entrée utilisateur qui s'appelle hostname. Donc, on va tout simplement concaténer ping et le hostname. Alors, rien n'empêche
un utilisateur malveillant de votre application de mettre plein d'autres choses, non pas une adresse IP, mais par exemple un rm-rf slash ou FTP slash etc vers un site, ou etc. Et donc ça, c'est un vrai problème. Ici, vous avez un autre exemple. Donc là, c'est une base, une requête dans une base SQL. Donc c'est pareil. En fait, ce que met l'utilisateur, ça peut être par exemple autre chose, plein d'outils, drop, TP, etc. Et donc, vous ne pouvez pas forcément vous assurer que tout se passe bien. Donc ça, c'est le genre de code à ne pas écrire du tout. Et enfin, il y a un dernier exemple qui consiste à envoyer des requêtes, donc créer une session avec l'objet session. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous 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 connectez à un serveur web, donc vous vous authentifiez, et après, il y a des éléments d'authentification et des tokens ou des cookies qui sont enregistrés et que vous pouvez réutiliser à travers donc l'objet session. Eh bien là, le souci, c'est que c'est du HTTP. Donc ça, ces trois fichiers-là renferment des choses qu'il ne faut pas du tout faire. Et donc, on va utiliser SEMgrep pour pouvoir identifier ces problèmes. C'est-à-dire que je vais tout simplement aller dans le répertoire du projet et je vais lancer SEMgrep. Donc là, c'est typiquement ce que doit faire un développeur. Donc là, j'utilise une base locale, donc une base de règles ou de catalogue de vulnérabilité locale. Et là, il me dit qu'en effet, il a identifié quatre problèmes. Donc avec donc les détails, c'est-à-dire que oui, il y a un problème, il y a un contenu dynamique qui est utilisé dans un appel système. Il y a un problème aussi au niveau de la requête SQL, ce qu'il ne faut pas faire. Là, on est sur du HTTP et non du HTTPS pour l'utilisation d'une session, etc. Et donc, vous avez les détails. Normalement, ça devrait donner les inputs aux développeurs pour corriger ce code. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, donc on le fait du côté du développeur, mais on peut tout à fait le faire également au niveau des DevOps. C'est-à-dire qu'avant que le développeur commit le code, donc sur le Git, on peut mettre en place des checks, des vérifications comme ça, qui rejettent tout simplement les push ou les commits si il s'avère que en effet il y a des problèmes de vulnérabilité. Donc ça, c'est l'aspect SACT. Ensuite, on va voir également Snyk, où là, donc on a des dépendances. Donc le problème provient des dépendances. Donc là, dans le projet, j'ai mis ici 3 dépendances qui posent problème. Donc cette version de Flask, Pydantic et curl CFFI. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et donc, bref, l'essentiel, c'est que, en fait, il faut mettre à jour normalement ces dépendances parce qu'on a identifié des soucis avec. Mais comment est-ce que vous les identifiez? Donc là, donc ça s'applique autant aussi sur le poste du développeur que au niveau de la chaîne CICD. Donc, c'est-à-dire qu'on va tout simplement utiliser Snyk. Alors, là, je prends l'exemple de Python, mais ces outils-là proposent des supports pour les langages les plus populaires. Donc, avec Snyk, ça va aller sur le site le site de l'éditeur de ce logiciel. Alors, le binaire en question est open source, mais par contre, le service, il est payant. Enfin, il est payant. Il y a une offre gratuite, bien évidemment, mais si vous voulez avoir accès à des catalogues beaucoup plus larges, il faudra payer.
Alors, par contre, je ne sais pas si j'ai accès au réseau. Ah, je suis sur Eduroam et je pense que je dois pas avoir accès. Bon, écoutez, effet démo, donc oui, je pourrais pas apparemment parce que ouais, apparemment, j'ai pas accès au réseau. Mais là, il est censé se connecter au réseau. Mais en principe, donc il se connecte au réseau et après, bah, vous avez une analyse, le résultat d'analyse qui apparaît. Et enfin, ben, il y a le fameux leaks. Donc, c'est-à-dire que vous avez tout simplement commité des mots de passe, des clés d'API, etc. Alors, dans cet exemple, je vais tout simplement créer un projet. Donc, on appellera XXX. Ouais, Insecure XXX. Donc, un projet Git. Donc, voilà, j'ai créé le projet Git. Je rentre dedans et je vais créer un fichier, un script qui va comporter normalement une instruction qu'il ne faut pas du tout avoir dans du code source. C'est-à-dire export API égale l'API. Donc ça donne ça. Ça, il ne faut absolument pas avoir dans du code source. Et donc, j'ai fait ça. Je me dis, OK, bah, c'est parfait. Bah, j'ai terminé le boulot, en tout cas en partie. Je vais maintenant mettre sur Git. Donc, je fais un add. Je configure bien évidemment avant mon email et le nom pour les commits. Et ben, je vais essayer de vérifier si tout ça marche bien. Ben, je lance GitLeaks. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il voit que j'ai exporté un secret que je n'aurais pas dû faire. Et donc là, il va m'afficher cet avertissement. Et donc, je peux bien évidemment corriger ou tout simplement faire un commit. Donc là, c'est commité. Je n'aurais pas dû le faire. Mais bon, il n'y a pas de garde-fou. Donc, je pense qu'on peut faire mieux. C'est-à-dire mettre en place... Donc là, si je lance une détection, a posteriori, ben ça montre qu'en fait, dans mon dépôt Git, il y a un secret qui a été dévoilé. Eh bien, je continue mon développement, donc à faire toujours n'importe quoi. Donc, je fais des requêtes curl et en indiquant le token de la requête ou tout simplement le mot de passe de l'utilisateur. Eh bien, ça, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Et donc, si je vérifie, bien évidemment, il va me dire qu'il y a quelques soucis. OK. Donc, les 2 erreurs pour les 2 lignes rajoutées. Alors, il y a un outil qui est assez intéressant qui s'appelle Precommit. Donc, en fait, c'est tout simplement un utilitaire qui va permettre de lancer des commandes arbitraires avant de valider un commit. Ce qui fait que c'est un peu un garde-fou. Et donc, je vais faire en sorte qu'avant un commit, GitLeaks se lance automatiquement. Donc, on contrôle qu'il n'y a pas de secret qui a été dévoilé dans le code. Eh bien, je crée le fichier de configuration de Precommit et j'installe le Precommit. Donc, le Precommit, il est installé. Donc, il dit qu'en effet, il y a un hook associé à ce Precommit. Et normalement, là, si j'essaie de faire un commit, donc, il y a... alors, c'est commit, je vais mettre -A. Si je lance le commit, ben là, il me dit, en fait, ça ne marche pas parce qu'il y a un souci. Donc, je ne suis même plus obligé de lancer explicitement le GitLeaks. À chaque commit, en fait, ça se fait automatiquement. Donc ça, normalement, c'est à mettre en place au niveau de chaque membre de l'équipe de dev pour éviter que ce genre de problème apparaisse. Mais ça peut également être mis en place
sur la chaîne CICD, donc au niveau par exemple de GitLab ou de GitHub, pour éviter que des pushs ou des commits avec des secrets soient dévoilés, soient mis dans le Git. Alors, donc on est presque arrivé à la fin. Donc, dernière étape, c'est là où en effet, on prend déjà en compte tous les problèmes de sécurité. Donc, dès le départ, eh bien, c'est intégré sur toute la chaîne de production du logiciel. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle Security by Design. Donc, ici, on présente quelques principes, donc édictés par OWASP, en l'occurrence, et CISA. Et donc, par exemple, il y en a 9 ici que j'ai répertoriés. Donc, le moindre privilège, vous ne donnez pas de droit plus que nécessaire à un composant, à un utilisateur, à une entité, plus que nécessaire pour accomplir ces tâches. Ou tout simplement une défense en profondeur. C'est qu'on multiplie les checks, c'est-à-dire qu'on ne s'appuie pas uniquement sur un seul contrôle pour dire qu'une action peut être réalisée. Ensuite, il y a le principe de sécurité par défaut. Donc, sécurité par défaut, qu'est-ce que ça signifie? Si vous sortez un logiciel, même s'il n'y a aucune configuration, même si on reste sur la config par défaut, ça ne doit pas être source de problèmes de sécurité. Ensuite, s'il doit y avoir un échec, il faut que ça soit sécurisé. En gros, par exemple, si vous avez un module qui doit authentifier un utilisateur auprès d'une base de données, mais que la base de données est injoignable, il ne faut pas mettre comme comportement d'accepter l'utilisateur. Donc, par défaut, on le jette. Ensuite, on désactive les fonctionnalités non utilisées, non indispensables. C'est ce qu'on appelle la minimisation de la surface d'attaque. On évite donc ce qu'on appelle l'obscurité, c'est-à-dire un peu comme en crypto, c'est-à-dire il faut que l'algorithme soit public, mais que la sécurité repose sur la clé. Donc il ne faut pas que la sécurité repose sur le fait que votre code, il est privé, il est caché. Et on dit aussi qu'il faut se méfier par défaut. C'est-à-dire que par exemple, quand vous avez une page web, une application web, l'utilisateur saisit une entrée, il faut que l'entrée il faut se dire que l'entrée n'est pas fiable. Donc, on doit faire tout ce qu'il faut pour sécuriser l'entrée. Et pareil aussi, les autres composants avec qui vous échangez, il faut se dire que ils ne sont pas toujours fiables, et donc mettre en place les barrières est ce qu'il faut. Et enfin, il y a ce qu'on appelle séparation des privilèges. En gros, il ne faut pas que la décision de faire une action, surtout critique, revienne à une seule entité. C'est-à-dire un seul développeur qui dit « c'est bon, on peut déployer ». Et il push et ça déploie tout. Il faut qu'il y ait, par exemple, des flags, des tests de contrôle qui ont été réalisés. Ça peut être automatique, bien évidemment, mais ça ne doit pas revenir à une seule entité, à une seule personne ou un seul composant de déclencher une action qui peut avoir des conséquences importantes. Donc ça, ce sont les principes. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle donc la méthodologie en question. Donc ça doit être une chaîne qui vous parle. Donc la chaîne classique, analyse des besoins, conception, implémentation, test, déploiement et maintenance. Et donc en fait, dans le Secure SDLC, on intègre au niveau de chaque chaîne, en fait, tout simplement un aspect sécurité. C'est-à-dire que lorsque vous faites l'analyse des besoins, il faut aussi pouvoir spécifier, par exemple, les exigences de sécurité. Donc, si on est sur des méthodes, par exemple, Agile ou Scrum, donc il faut écrire des user stories de sécurité. Lorsqu'on va faire la conception, on utilise par exemple, les security by design, les principes qu'on a vus auparavant. Donc, au moins ceux qui sont listés. Quand on implémente, il faut faire toujours de la relecture, mais avec un intérêt certain pour la sécurité. Et bien évidemment, vous pouvez toujours effectuer des tests donc en utilisant certains des outils qu'on a vus, du SCA,
sneak, les tests d'injection également. Et sur la phase de déploiement, il y a la partie configuration où là, il faut vraiment faire attention. Donc, faire attention à désactiver les configs par défaut qui s'avèrent être non sécurisés. Et également, utiliser gérer les secrets tels que, par exemple, je pense que je n'ai pas le temps forcément de vous présenter. Là. Ouais, je peux peut-être juste vous montrer peut-être le code et l'exécuter. Donc, en fait, ce code-là, donc au lieu de mettre vos secrets directement dans le code, on peut s'appuyer sur des services extérieurs. Ici, dans notre cas, ça s'appelle du HVault, HashiCorp Vault. Donc, c'est l'un des services les plus utilisés, en tout cas, en développement logiciel. Par exemple, pour stocker la base de données. Et donc, ici, typiquement, on va tout simplement, ici, récupérer le mot de passe. Donc, si je stocke, donc au niveau du serveur, je stocke alors, je pense que je suis déjà logué ici. Bon, je vais quand même me loguer. Voilà. Et je vais stocker la... Ah ouais, non, je l'ai déjà fait. Donc, je vais stocker dans la base de données, enfin, dans mon Vault. Donc, c'est une sorte de porte-clés sécurisée. Donc, la base de données, comment dire, le mot de passe de la base de données, eh bien, je peux par la suite, donc, à travers donc la partie, la lib HVAC, tout simplement récupérer. Alors. Ah oui, je pense que. Parce que j'ai pas lancé le. En fait, il faut. J'ai pas lancé ça. Voilà. Non, je suis pas dans le bon projet. Voilà. Et donc là, en fait, il me récupère le mot de passe de la base de données que je peux utiliser partout dans le code. Et donc, tout ça, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est tout simplement qu'en fait, ce n'est pas un produit. La sécurité n'est pas un produit, c'est un processus. Donc, ce n'est pas un état final. Ce n'est pas que l'affaire de l'équipe DevOps ou les experts en sécurité. C'est pour tout le monde, dont les développeurs. Donc, le premier sur la chaîne. Et il ne faut pas oublier, donc, garder en tête cette règle-là des 1 à 10. Ça va vous coûter cher si vous ne consacrez pas suffisamment de temps aux problèmes de sécurité, surtout dès le départ. Et donc, c'est aussi un chemin, dans le sens où il faut emprunter le chemin. C'est-à-dire qu'il y a des étapes à franchir. Donc, il n'y a pas forcément de chemin figé. C'est à vous de construire ce chemin-là. Et là, ça dépend de l'organisation, mais également des membres de cette organisation-là, dont les développeurs. Voilà. Donc, je pense que j'ai terminé. Merci. Ouais. Merci de votre attention. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions ou s'il y a du temps pour les questions. Oui. Le temps avec des... Merci. Comment vous réglez les problèmes par rapport aux supply chain attacks ou, par exemple, des repos qui sont officiels, qui sont compromis directement dans la supply chain? Il y a, par exemple, PIP qui est dernièrement avec des dépendances Python ou NPM aussi dernièrement.
comment on peut régler ce genre de problème, sachant que on fait les repos officiels, vos outils, c'est quand on a fini le code ou qu'on fait un commit, mais pendant que le code il tourne, comment on peut voir ou même corriger ce genre de choses? Est-ce qu'on doit se fier que à notre veille? Et imaginons, on ne fait pas la veille pour tous nos codes, on sait déjà même plus quelle dépendance on a utilisé pour nos codes. Alors, ou quel outil on peut utiliser? Alors justement, il n'y a pas de garantie à 100%. Il n'y a pas de sécurité intégrale. Donc ce qu'on fait, c'est quoi? C'est justement le principe de Security by Design. Vous devez toujours vous dire qu'il peut y avoir des soucis. Et c'est pour ça qu'on essaie de bien séparer les choses. Donc ce que vous pouvez faire, c'est limiter l'impact. C'est-à-dire que là, on sait qu'on utilise des librairies tierces. Donc vous êtes un peu dépendant de ces librairies-là. Mais à ce moment-là, il faut que le code associé ne doit pas toucher à trop de choses. Limiter autant que possible la surface en cas d'attaque. Et c'est ce qu'il faut dire. C'est qu'il y a toujours... C'est pour ça que lorsqu'on fait la partie revue d'architecture, il faut pouvoir compartimenter. Disons ça, là, si vous dites par exemple que tout le code a accès à l'ensemble de la base de données, ça, c'est une mauvaise architecture. C'est une mauvaise décision. Parce que si vous avez à côté une dépendance qui est vérolée et exploitée, bah, les impacts sont catastrophiques. Est-ce qu'il y a des normes au niveau européen ou international, par exemple des normes ISO, pour la sécurité au niveau du développement d'applications, que les entreprises ou que nous-mêmes, en tant que développeurs, on pourrait essayer d'avoir pour améliorer nos compétences ou avoir vraiment une certification sur la sécurité logicielle? Alors, il y a certaines entreprises, en effet, qui font des normes, les CertIA, etc. Mais je pense que dans un premier temps, je ne sais pas tout à fait si la valeur, en effet, parce que ça change. Enfin, en tout cas, dans le domaine du logiciel, ça change tellement vite. C'est-à-dire que vous passez une certification qui n'est valable que quelques temps. Mais à quel point est-ce que ça peut être important, en effet, dans le monde professionnel, le fait de dire oui, j'ai passé telle ou telle chose en logiciel, j'entends. Parce qu'il y a tellement de... Là, vous voyez, les chiffres sont quand même astronomiques. Et donc, à ce moment-là, à mon avis, c'est plus la culture, une façon de fonctionner qui est plus... il faut mettre l'accent davantage dessus. Plutôt que de suivre des choses... Alors, peut-être que ça peut être une base, hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais plutôt à vraiment rentrer dans le dur, c'est-à-dire être là au quotidien sur les problèmes de sécurité, de vulnérabilité des logiciels. Donc, je ne sais pas si, en effet, on peut dire... maintenant, est-ce que... parce que même les instituts qu'ils fournissent, est-ce qu'ils adaptent maintenant avec l'environnement qui est quand même assez dynamique, là, ces dernières années? Est-ce qu'on réduit le temps, la validité d'un certificat? Sans doute, la réflexion a été faite, mais bon. Plus de questions? Bon, bah écoutez, merci. Et j'espère quand même vous avoir convaincu de l'importance de la sécurité, même si ce n'est pas forcément notre métier premier en tant que développeur de logiciels.